Souvenez-vous, les précédents volets de cette histoire de la rumba portaient sur les rythmes anciens des peuples Congo et leur traversée de l'Atlantique ainsi que leur transformation en ce qui est devenu globalement la rumba cubaine. La question suivante était donc de savoir quand et comment dans cette Afrique centrale se crée cette musique dont les artistes sont devenus des légendes. Bonjour et bienvenue dans un Sankofa qui prend son départ aujourd'hui à une date très précise, le 16 mai 1997. Que s'est-il passé ce jour-là? Beau programme, on y va. Éphéméride africaine, pas mon papa. Quand on a bien mangé, bien bu, et ensuite qu'est-ce qu'on fait, mon chéri? Oui, mon cher Mangwana, c'est très simple, on danse. Aux premières heures du vendredi 16 mai 1997, le président du Zaïre alors, Mobutu Sese Seko, quitte pour la dernière fois sa base de Tchatchi, pas loin de Kinshasa. Direction l'aéroport international pour échapper aux soldats de Laurent Désiré Kabila, le rebelle sur le point de mettre fin aux 32 ans de sa dictature plus que corrompue. Mobutu partait ainsi, certes dans un confort plus évident, pour un voyage que nombre de ses compatriotes musiciens ont fait bien avant lui. Le leur, par contre, n'était pas forcé par une rébellion, mais plutôt par une économie inexorablement en déclin qui ne leur permettait plus de vivre de leur métier. Au bout de ce voyage, Mobutu, lui, s'installera dans une confortable villa au Maroc pour passer, ou plutôt voir passer, les derniers jours que lui laisse le cancer qui se propage en ce moment-là dans son corps. Alors que les musiciens congolais, eux, dont il a détruit les vies, n'auraient pas d'autre choix que des modestes banlieues de Paris, de Bruxelles, les Sam Mangwana, Abeti Masikini, Taboulé, Rochereau, Papa Wemba, Tchalamwana et des dizaines d'autres, moins connus, rejoignent leurs compères exilés de l'autre Congo et aussi d'Afrique de l'Ouest, sans oublier les Caraïbes, pour transformer les anciennes métropoles coloniales en carrefour musical fertile. Une confluence des idées et des styles qui produira un son que des esprits mal décolonisés ont appelé World Beat, World Music. Mais soyons clairs, la plupart du soi-disant World Beat enregistré à Paris ou à Bruxelles étaient africains, dont une grande partie venait du Congo et du Zaïre. L'ironie de cette histoire est que les avancées de cette musique à l'étranger étaient inversement proportionnelles à la bonne santé de l'économie dans les deux Congos. Vous connaissez bien l'histoire des Canaries dans la mine de charbon, dont le silence préfigure très souvent ou toujours le désastre. Eh bien, c'était le cas. L'exil des musiciens congolais présageait le chaos dans lequel plongeront les deux Congos dans la décennie 1990. Mais était-ce bien une surprise que la migration forcée des musiciens congolais puisse servir d'alerte? Pas vraiment, car la musique congolaise elle-même est le produit de nombreux bouleversements qui ont englouti l'Afrique centrale durant des centaines d'années, comme on l'a vu plus tôt dans les précédents volets. Le grand Manu Dibango disait d'ailleurs, je cite, « La musique africaine était et reste une musique de rencontre et en cela réside son pouvoir attractif. » Manu a toujours raison, c'est clair. Cependant, les rencontres qui ont donné naissance à cette musique africaine ont souvent été plus douloureuses que leur progéniture. Certaines se sont déroulées dans un esprit de curiosité et de bonne volonté. D'autres, par contre, portent les cicatrices de l'ignorance et de la cupidité. Ensemble, ils ont produit un héritage de souffrance et de joie, une nouvelle musique populaire qui irait bien au-delà des frontières de son lieu de naissance, une autre migration en sorte. Et comme dans toute histoire, il nous faut remonter à la source, aux origines, à la scène initiale, j'allais dire à la salle d'accouchement de cette rumba congolaise. Mais la question, c'est de savoir jusqu'où et jusqu'à quand il faut remonter. Dans les deux Congos des années 50 peut-être? Je ne sais pas trop, mais ce qui est certain, pour ce qui est de la géographie, l'accouchement se produit dans deux villes, Kinshasa, alors appelée Léopoldville, située dans l'ancien Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, et à Brazzaville, située dans la République du Congo actuelle. En 1950, voici ce que disait le journaliste John Gunther de ces deux villes. Je le cite, « Les deux villes luisaient comme des diamants lavés sur les rives opposées du fleuve Congo, l'une taillée avec la précision lapidaire d'un ciseau,
l'autre rugueuse et sablonneuse, portant encore les cicatrices de la nature. John Gunther a de bien jolis mots pour donner envie, mais on sait très bien que comme le sourire des gens trop confiants, l'éclat des pierres précieuses est trompeur. Parce que ces 2 diamants-là étaient comme des bijoux de costume moulés par les mains d'ouvriers africains et par la puissance de la force brute, ou je dirais brutale, européenne. 2 capitales en somme jumelles, dans 2 villes improbables. Léopoldville au Congo belge, sur la rive sud-est de la rivière, était le joyau taillé et poli de John Gunther. Gunther dit qu'il reflète d'ailleurs fortement le caractère national belge. Les gens seraient durs, travailleurs, frugaux, bourgeois et pleins de succès. Eh ben dis donc, Henri Didier Naughty, tu me diras si c'est vrai. Les Belges apparemment laissent de côté tout ce qui est conneries, esthétique, etc. Par contre, sur la rive nord-ouest, Brazzaville au Congo français était le joyau brut. Notre cher Gunther toujours dit qu'elle ressemblait encore à une ville africaine, vaguement construite, colorée, décontractée aussi, à laquelle on a ajouté, comme par magie, un soupçon ou un zeste de Paris. Cette description de Gunther est confirmée par Graham Greene, qui trouvait en ce Brazzaville-là un endroit bien plus joli et plus sympa que Léopoldville. Eh bien voilà, j'espère que la photographie sonore de ces 2 villes vous aura donné une idée. Mais quand on parle de ces 2 villes, je ne sais jamais jusqu'où dans le passé il faut remonter, comme je disais, sans être barbant. Parce que, en fait, cette histoire est tellement symbolique de la façon dont l'Afrique fut agressée que je ne résiste pas à y revenir. Allez, juste un peu. Vous verrez, comme disent les psychanalystes, tout ce que nous sommes devenus, c'est fabriqué dans la salle d'accouchement. Alors on y va, dans la salle d'accouchement des 2 Congos. Pour faire court, la rencontre de l'Afrique centrale avec l'homme blanc commence en 1483, lorsque le Portugais Diogo Sao navigua dans les eaux d'un grand fleuve, Nzadi en langue locale, Nzadi que les Portugais prononceront Zaïre. Cette rencontre décrite par Davidson comme étant au début un partenariat différent mais équitable, qui va dégénérer plus tard assez rapidement en une opération unilatérale qui a enrichi l'Europe et l'Amérique aux dépens des Africains et de leur territoire. Dans cet holocauste sans précédent et jamais égalé depuis, qui fractura les institutions du continent et déshumanisa aussi bien la culture des envahisseurs que celle des agressés, focalisons-nous sur le positif dans cette agression. Eh bien, forcément, il y a du positif, comme dirait l'autre, l'aspect positif de la colonisation. Eh bien, nous y voilà. Tout n'était pas si mauvais, puisque les agresseurs ont crié un jour « Eureka !» dans les maisons de campagne, ayant trouvé la parade contre la souffrance des Africains. Parade qui se décline en 3 C. Laisse-moi t'aimer. Commerce, christianisme et civilisation, pour reprendre la formule de l'explorateur David Livingstone. En gros, ceux qui ont ravagé le continent reviennent pour le sauver des feux et de l'enfer de l'esclavage. Merci à qui? Merci à tous les sauveurs, mais surtout aux 2 sauveurs les plus importants dans la région centrale de l'Afrique qui sont connus. Il s'agit de l'Américain d'origine galloise Henry Morton Stanley et l'Italien devenu français Pierre Savrognan de Brazza. Brazza, lui, a remonté l'Ogooué vers le fleuve Congo. Il a perdu très peu de temps. Direct, efficace, il arrive en août 1880 à vue du fleuve Congo. Il y rencontre le Makoko, le roi local du peuple Téké, sur la rive nord du fleuve, qui, dit-on, aurait apposé sa signature sur un traité qui le plaçait sous la protection de la France. Il y plante le drapeau français au-dessus d'un hangar banal dans le village de Ntamo. Et voilà, ainsi fut signé l'acte de naissance de Brazzaville. Quant à Stanley, surnommé Boula Matadi, parce qu'il a fait exploser des obstacles rocheux tout le long de son voyage, il arrive dans le Pool en juillet 1881, presque 1 an après Brazza, et sécurise rapidement, non sans colère, la rive sud pour son client, le roi de Belgique. Léopoldville vient de naître, juste à côté du petit village de Nchacha, déformé plus tard en Kinshasa. Non, déjà fini ce voyage, mais je parle décidément un peu trop, c'est clair. Mais pas grave, retrouvons-nous pour la suite et la fin de cette saga sur la rumba dans le prochain épisode. Oui, ça vous va? Super, et à tout alors. Ciao ciao, merci.